passé 2 fois dessus et je les ai pas vus. C'était bien, en tout cas, ce que j'ai vu. Merci. Bonjour. Le cours aujourd'hui est donc l'introduction à l'appareil digestif ou l'histoire naturelle de votre dernier déjeuner. Le plan que nous allons suivre est relativement simple. Nous allons nous poser, après avoir fait une introduction, le pourquoi de l'alimentation. Nous allons voir que, comme toute la médecine, tout est basé sur l'anatomie et l'histologie fonctionnelle. Nous verrons les grandes parties de la physiologie digestive. Nous aborderons la sémiologie, qui est le signe des maladies, qui bien sûr sera basée sur l'anatomie et la physiologie. Nous ferons un court abord sur la pharmacologie et aborderons également la nécessité d'avoir recours à des examens complémentaires pour terminer le bilan d'une pathologie. Le livre des fondamentaux de la pathologie digestive est la référence de l'enseignement en France par les enseignants du collège des universités en hépato-gastro-entérologie. Il est le support pour les examens. Ce ne peut pas dire que vous devez connaître parfaitement l'intégralité du livre, mais les parties en gras peuvent faire l'objet de questions et il vous permet surtout d'avoir une référence complète de la pathologie. L'appareil digestif, on peut en classer une partie visible, on peut dire la partie, l'entrée, la bouche, et on voit très bien ce qu'on va ingurgiter, et puis la partie terminale avec l'exonération des sels et des gaz intestinaux. Après, il y a des parties palpables. Toutes les parties ne sont pas palpables. On imagine bien que l'œsophage transthoracique, intrathoracique, dans le médiastin postérieur, est difficile d'accès. Mais on peut retenir que la vésicule biliaire, lorsqu'elle va être enflammée au cours des cholécystites ou lorsqu'elle est bloquée, elle se remplit, on appelle ça un hydrocholécyste, peut être amenée à être palpée à la peau ou également lorsqu'il y a une tumeur. Le foie, la même chose, il peut y avoir des pathologies comme la cirrhose, où dans une première partie, le foie va augmenter de volume et on peut venir le palper sous l'hypocondre droit, sous le rebord costal, alors que d'habitude, il n'est pas palpable. Et puis bien sûr, le rectum à sa partie terminale et l'anus peuvent être palpés, les fameux touchés pelviens, touchés rectal, qui permet, en fonction de la localisation d'une tumeur, si elle est environ à 8 cm, en fonction de la taille du doigt, vous pourrez ou pas avoir accès à cette lésion. Bien évidemment, toutes les autres parties du tube digestif peuvent être palpées ou surtout frappées pour avoir ce qu'on appelle le tympanisme, comme si on tapait sur quelque chose qui est rempli d'air. Et puis parfois, quand il y a un syndrome tumoral, on peut avoir quelque chose de rénitent, dur à la palpation. Ensuite, il y a des parties qu'on contrôle de manière volontaire, donc on contrôle l'ingestion, tout ce qui va être le fait de manger, et on contrôle en partie l'exonération avec les sphincters striés de l'anus qui nous permettent d'avoir une continence sociale. Alors pourquoi mange-t-on ? Évidemment, transformer la nourriture pour amener de l'énergie, ça c'est ce que tout le monde sait dans la population générale. Vous apprendrez plus en détail ce qu'on apporte aux muscles, au cerveau en particulier uniquement du glucose, comment faire fonctionner le cœur et quel va être son trajet. Il est évident par contre que vous devrez envisager la digestion avec la capacité qu'aura l'appareil digestif à transformer la nourriture ingérée en substrats comme le glucide, les lipides, les protéines, l'eau, les différents ions et les vitamines. Vous apprendrez que tout ceci est basé sur l'anatomie et l'histologie fonctionnelle qui est en particulier la physiologie. Et vous verrez que l'alimentation passe par le foie, ce qui est vrai pour les glucides et les protéines, alors que les lipides, eux, passent par les lymphatiques. Nous y reviendrons. L'anatomie est fondamentale à connaître puisque on peut sur ce schéma voir le foie, le système veineux avec le côlon
et des collatérales veineuses qui remontent le long de l'estomac. On verra qu'une pathologie comme la cirrhose entraîne un blocage à cet endroit-là qui augmente la pression en aval de la veine porte et entraîne une augmentation des veines à cet endroit-là. On appelle ça les varices œsophagiennes qui peuvent se rompre et entraîner des hémorragies cataclysmiques. Lorsqu'on descend à un niveau microscopique, eh bien on retrouve l'histologie du tube digestif avec les microvillosités, avec l'irrigation au sein des microvillosités, et vous apprendrez que les cancers se développent la plupart du temps au niveau des cryptes, qui sont les endroits où se régénèrent de manière rapide les cellules du tube digestif. Et il y a aussi un grand contingent bactérien, le microbiote. Le tube digestif a 5 activités: l'ingestion, la propulsion, la digestion, l'absorption et la défécation. Donc l'ingestion, c'est l'introduction de la nourriture par la bouche. Ensuite, il y a la propulsion, surtout le péristaltisme, puisque la déglutition est volontaire au départ, mais le péristaltisme, c'est toute la capacité qu'a le tube digestif à pousser le bol alimentaire, puis le chyme en fonction de la caractéristique. Ensuite, il y a la digestion, qui est à la fois mécanique et chimique, qui est réellement rendre utilisables les aliments que nous avons ingérés. Ensuite, il y a une partie importante qui est l'absorption, qui est le passage des produits de la digestion du tube digestif dans la circulation, qu'elle soit sanguine ou lymphatique, on reviendra à la différence entre les deux. Et puis bien sûr, l'exonération, la défécation, qui va exonérer des substances non digestibles, comme certaines fibres, et puis des produits de la digestion qui n'ont pas eu le temps d'être absorbés, par exemple lors de problèmes de malabsorption. Alors il y a 2 entités anatomiques. Il y a dans l'appareil digestif une partie qu'on appelle le tube digestif, qui est vraiment un tube de la bouche, plus exactement de l'œsophage, jusqu'à l'anus, et puis les organes digestifs qui vont aider à la digestion. Ils n'ont pas que cette fonction-là, pour le foie et le pancréas, et qui vont, au niveau du duodénum, permettre l'amélioration et même la digestion complète. Le tube digestif, il y a 3 parties, ce qu'on appelle la cavité buccale, qui s'arrête à la jonction entre le pharynx et l'œsophage, le tube proximal, qui comprend l'œsophage et l'estomac, qui s'arrête donc au pylore, et le tube distal, qui comprend le duodénum, l'intestin grêle, avec l'iléon et le jéjunum, et jéjunum au début, l'iléon à la fin, et puis ensuite le côlon, qu'on appelle le gros intestin, côlon droit, côlon transverse, côlon descendant, sigmoïde, rectum, et ensuite on atteint l'anus. Cette anatomie n'est pas tout à fait calquée avec la physiologie, puisque pour la physiologie, on a une phase qu'on appelle bucco-œsophagienne, où il n'y a quasiment pas de digestion, puis une phase gastrique qui est fondamentale, qui est même individualisée, puis ensuite la phase intestinale, qui est vraiment au niveau de l'intestin grêle, l'absorption des aliments. La phase bucco-œsophagienne va durer 8 secondes, c'est le transit à peu près du bol alimentaire. Puis la phase gastrique qui va durer en fonction des aliments 20 minutes pour les liquides, et ça peut durer jusqu'à 4 heures pour les solides, et elle est d'autant plus rapide qu'on a affaire à des lipides, puis des protéines, puis des glucides. Puis ensuite la phase intestinale, elle va dépendre aussi bien des produits ingérés, mais aussi de la longueur du tube digestif, et elle peut durer entre 4 à 10 heures. Donc la phase bucco-œsophagienne, qui comprend la bouche, le pharynx, le sphincter supérieur de l'œsophage et le sphincter inférieur de l'œsophage, qui peuvent être étudiés par la manométrie, et il y aura essentiellement un passage dans le médiastin postérieur sans possibilité de retour. Lorsqu'il y a un reflux, on appelle ça un reflux gastro-œsophagien, et on abordera cette pathologie-là avec la possibilité de la traiter, et puis surtout la manière qu'on a d'avoir une contention, une étanchéité à cet endroit-là.
Donc dans la bouche, que se passe-t-il? La mastication avec les dents, le malaxage avec la langue, et la gorge donc va déglutir, et ensuite l'œsophage va transporter ça jusqu'à l'estomac. Alors effectivement, il y a une partie chimique de la digestion qui se fait pour l'amidon, et quelques protéines pour l'amylase salivaire, mais on ne peut pas dire qu'il y ait une fonction de digestion, mais il y a un amorçage de la digestion. Ce qui est important, c'est ce qui rentre dans la bouche, on appelle ça la plupart du temps des aliments, et ensuite ce qui en sort, c'est le bol alimentaire. Et le bol alimentaire, il continue jusqu'à son entrée dans l'estomac. C'est alors qu'apparaît la phase gastrique, et donc dans cette phase gastrique, il y a le malaxage par les muscles de l'estomac, et là par contre, il y a des actions chimiques très importantes. Les cellules pariétales qui sécrètent de l'acide vont avoir, l'acidité va permettre un antiseptique pour donc décontaminer ce qui est arrivé par l'œsophage. Il va y avoir une liste des grosses protéines, des protéines structurées de la viande, et il va y avoir une transformation d'une des enzymes du pepsinogène en pepsine qui va pouvoir travailler sur les protéines non structurées comme celle du poisson. Et puis la lipase va commencer son travail sur les lipides. Et ce qui sort de l'estomac s'appelle le chyme, donc il transforme le bol alimentaire, l'estomac transforme le bol alimentaire en chyme. Puis vient la phase intestinale, qui est la phase la plus longue, c'est vraiment la digestion à proprement dite, et en particulier la première partie dans le duodénum, mais on ne va pas s'étendre sur ce cours sur l'implantation du duodénum. Et puis, on sait que la bile se déverse au niveau du duodénum et le suc pancréatique, donc on voit bien qu'il va y avoir une fonction et une activité intense dans cette première partie. Donc que se passe-t-il dans le duodénum? Bien sûr toujours du péristaltisme. La bile permet l'émulsion des graisses, et on verra que ça permet l'absorption des graisses avec la formation des micelles. Et le suc pancréatique, lui, qui continue la digestion des protéines, des lipides et des glucides avec les protéases, la lipase et l'amylase. Et ce qui sort du duodénum s'appelle le chyle. On arrive donc ensuite à l'intestin grêle, et donc dans l'intestin grêle, il y a deux parties. La première, le jéjunum et l'iléon. C'est difficile de les caractériser, de les différencier anatomiquement. Et ce qui se passe, c'est que le suc intestinal, lui, va donc achever la digestion, et il va y avoir vraiment l'absorption des nutriments qui vont aller dans le sang, donc les protéines et les glucides, ce qu'on appelle les nutriments, et la graisse qui, elle, va être absorbée par la lymphe, et sort de l'intestin grêle au niveau de la valvule de bois pour aller dans le côlon, ce qu'on appelle les déchets de la digestion. Donc j'avais déjà insisté sur les nutriments qui, eux, vont dans le sang, et les graisses qui, elles, vont dans la lymphe. Alors comment ça fonctionne? Eh bien, au niveau histologique, eh bien, les graisses, elles, vont aller dans les lymphatiques, alors que les nutriments vont aller être absorbés dans les veines et ensuite aller au niveau de l'estomac. Et pour les lymphatiques, aller se jeter dans la circulation au-dessus du cœur par au niveau du cou, au niveau de la veine innominée. Donc pour les protéines, il y a un passage. Donc c'est une figure issue du traité dont je vous ai parlé en introduction, un passage des protéines, de la lumière digestive, avec un passage intestinal, afin d'être réabsorbé dans le liquide intestinal. Et pour le sucre, c'est exactement la même chose. Il y a un transporteur du glucose, un transporteur du fructose, ce qui permet une absorption au niveau digestive, et donc une circulation pour aller dans la circulation veineuse. Pour ce qui est des graisses, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus compliqué, pardon. Il va falloir l'apport du foie, de la bile et du pancréas pour traiter donc les grosses boules de graisse, tout d'abord avec une partie d'émulsion, donc avec les acides biliaires qui vont transformer
en petites gouttelettes ces grosses particules lipidiques. Va s'ajouter la lipase pancréatique, la lécithine qui vient de la bile, les acides biliaires, et puis au milieu donc les lipides. Donc cette boulette lipidique va être attaquée par la lipase pancréatique pour être donc composée en monoglycérides et en acides libres, en acides gras libres. Ces derniers, représentés ici, vont former la partie centrale de la micelle qui va être recouvert par les acides biliaires afin de pouvoir, dans un second temps, être absorbé dans la cellule épithéliale pour pouvoir être transformé en chylomicron. La micelle est absorbée, elle est transformée en chylomicron et elle ne va pas dans le système veineux ou artériel, elle va dans le système lymphatique. La partie terminale de la digestion, qui n'a pas de réelle réabsorption de nutriments ni de graisse, se passe dans le côlon, le rectum et l'anus. Donc le côlon, vous apprendrez sa taille, et à ce moment-là, il y a la flore intestinale, le microbiote intestinal, qui permet une énorme absorption de l'eau. Une grande partie de l'eau est réabsorbée dans le côlon, surtout le côlon droit. Et le rectum et l'anus n'ont vraiment de fonction que pour la défécation. Il ne devrait pas exister de sel dans un rectum normal. Au toucher rectal, il ne doit pas y avoir de sel, il doit être libre. Et l'anus, lui, sert à la continence volontaire avec le sphincter strié. Quand on s'intéresse à la physiologie de l'absorption des nutriments, on a bien vu qu'une grande partie, la majeure partie se passe entre le duodénum, le jéjunum et l'iléon, et que l'eau et le sodium sont régulés dans le côlon. Voilà un peu les quantités, l'apport alimentaire de 2000 alors qu'on va faire à peu près 100 millilitres de sel, et vous imaginez bien que le suc gastrique, la bile, la salive, le suc pancréatique sont très importants, des volumes d'eau importants liquidiens, ce qui pose un problème lorsque, en chirurgie, on a une complication sur une couture proximale, les fistules qui sont les déhiscences de couture chirurgicale, eh bien, elles sont d'autant plus importantes qu'elles sont proximales, non seulement parce qu'elles ont des hauts débits, mais que c'est la partie proximale que le tube digestif fait sa fonction, et donc ça va entraîner des troubles hydroélectrolytiques importants, mais également des problèmes d'absorption. Le microbiote intestinal, c'est les nouvelles découvertes, on le considère même comme maintenant quasiment un organe à part entière. Et pour vous les illustrer, on sait très bien maintenant que si vous prenez le microbiote intestinal d'un obèse ou d'une souris obèse et que vous l'ingestez à une souris normale, elle va devenir obèse, alors que chez quelqu'un qui a un microbiote non obèse, la souris restera normale. Il y a 5 grandes catégories de flore bactérienne, les plus connues étant le Clostridium, le Lactobacillus et les Escherichia coli, les Escherichia dont les Escherichia coli. Et puis on voit bien que plus on passe de la bouche au côlon, on augmente de puissance 2, puisqu'on atteint 10 puissance 10 et même 10 puissance 12 dans les selles par millilitre. Et on sait que les fonctions sont multiples, on les découvre, on pourrait dire, quasiment de manière journalière. Il y a une protection contre les pathogènes, ça réalise la synthèse des vitamines K et B en particulier, ça permet une maturation du système immunitaire, ça produit des phénomènes angiogéniques pour l'angiogénèse, qui est le développement des vaisseaux et la prolifération des vaisseaux dans le tube digestif. Ça permet le stockage des graisses. Il n'y a pas que le stockage intrahépatique ou sous-cutané. Il y a une fermentation des fibres alimentaires, puisque on ne peut pas
fermenter les fibres nous-mêmes avec les protéines et les enzymes que nous avons. Et puis, il y a une modulation du système nerveux central et qui est toute une phase en pleine découverte, avec certains pensent que c'est le deuxième cerveau humain. Lorsque vous connaîtrez la physiologie, vous aurez des dysfonctionnements et donc vous aurez une physiopathologie, mais c'est vraiment le programme de la 4e, 5e et 6e année, mais vous allez apprendre dès cette année les signes des maladies, le reflux gastro-œsophagien, celui dont on a parlé, c'est-à-dire la remontée d'aliments de l'estomac à l'œsophage, l'ulcère, qui est l'érosion de la muqueuse avec des saignements au niveau de l'estomac, et on verra comment est-ce qu'on peut le traiter, le fait d'avoir la jaunisse, qui s'appelle l'ictère, la capacité qu'on va avoir à palper le foie, qui va avoir des bords tranchants, alors que là il est plutôt mousse, même complètement, et c'est quelque chose de tout à fait normal. La pancréatite, on imagine bien que toutes les enzymes déversées au cours de cette inflammation vont digérer de proche en proche les structures digestives autour du pancréas. Nous avons déjà abordé le problème de l'obésité, qui est probablement en rapport avec un problème du microbiote intestinal, et puis bien sûr la fameuse question de la diarrhée et de la constipation. Je vous rappelle que les douleurs abdominales sont le premier motif de consultation aux urgences. Ainsi, vous verrez que le tube digestif, dans les signes qu'il donne, il n'invente rien. Il ne va pas faire exonérer, ce que je donne comme exemple, du Coca-Cola lorsque vous avez une pathologie inflammatoire, ou du Spryce ou du Schweppes si vous avez un cancer, ce serait trop simple. Mais, de manière logique, on va avoir, est-ce qu'on avale correctement ou pas? On va parler de dysphagie, on va avoir aussi les vomissements, qui sont des choses non volontaires. Ensuite, on parle du tube digestif, donc on va regarder quand il se bouche, ça va être les occlusions. Est-ce qu'il se vide trop vite? Ça sera la notion de diarrhée. Il peut s'infecter, et puis il va infecter même quand il s'arrête de fonctionner, que le péristaltisme est à l'arrêt, eh bien il peut y avoir ce qu'on appelle des translocations, c'est-à-dire le passage de bactéries à travers la membrane qui vont infecter à distance les organes, le cœur en particulier et ses valves. Et puis on aura la possibilité de regarder les selles, est-ce qu'elles sont normales ou pas, molles, moulées comme on dit, ou si c'est un syndrome diarrhéique, un syndrome dysentérique, où on verra du sang ou pas dans les selles. Et puis le foie aura des répercussions sur la peau, on l'a déjà évoqué, l'ictère, la jaunisse. Il peut, si il y a trop de pression et des problèmes de régulation protéique, c'est un petit peu plus complexe, entraîner de l'acide, c'est-à-dire de l'eau dans le ventre. On a abordé le problème de l'hypertension portale, c'est-à-dire que le sang veineux ne revient pas correctement, et il y a un filtre hépatique qui augmente la pression, et on peut avoir ces fameuses varices œsophagiennes qui se rompent, c'est les hémorragies digestives, et puis le foie a une grande fonction de synthèse, on le verra sur la coagulation, il peut y avoir des problèmes de coagulation, et au niveau de la peau, avoir des tuméfactions qui sont en fait ce qu'on appelle dans le langage courant des bleus, c'est-à-dire des hématomes spontanés. Il y aura toujours une logique. Donc nous allons maintenant passer à un exemple de pharmacologie avec le traitement de l'ulcère gastro-duodénal. The inner surface of the stomach is formed into numerous gastric pits from which acid is secreted. The cells lining the gastric pits are mucous neck cells, which secrete mucus, the G cells, which secrete gastin, the parietal cells, which secrete hydrochloric acid. The proton pump present in parietal cells is responsible for acid secretion. The proton pump is located in the luminal side of the parietal cell. Proton pump. Proton. Potassium. ATP. The proton pump actively transports protons into the stomach lumen and potassium back to the parietal cell with hydrolysis of ATP. Proton pump inhibitors are drugs which reduce acid secretion of the stomach. The drug binds irreversibly to the proton pump and prevents the active transport of protons.
This dramatically decreases the acid secretion of the stomach. Donc, cette vidéo pour vous rappeler que l'anglais est fondamental en médecine, donc vous aurez dû avoir compris l'intégralité de ce que vous avez entendu. Et donc, voilà, simplement en bloquant un récepteur, vous bloquez la pompe, cette notion sera vraiment abordée, et pour vous dire que ceci a conduit à un prix Nobel. Les examens complémentaires sont réalisés en fonction de la sémiologie. On pourrait imaginer qu'un patient arrive et se voit prescrire l'intégralité du plateau technique, en particulier de l'hôpital Henri Mondor. Il y passerait une semaine complète, mais la pertinence ne serait pas correcte puisque chaque examen est soumis à un faux positif ou un faux négatif et des examens pourraient être détecter quelque chose qui n'existe pas en réalité. C'est quelque chose que vous devez avoir anticipé avant de prescrire un examen. Et vous devez prescrire un examen en attendant quelque chose et en posant la question à la personne qui le fera. À titre d'exemple, on peut regarder aussi bien une fibroscopie haute et une vidéocapsule qui est une capsule qu'on ingère et qui va prendre des photos dans l'intestin grêle. Et vous voyez bien la différence entre l'estomac, on voit là le larynx, avec les cordes vocales, et l'entrée dans l'œsophage, alors que là les villosités sont beaucoup plus profondes. Donc voilà ce que font les gastro-entérologues très fréquemment, donc des fibroscopies œso-gastro-duodénales, avec la visualisation de l'œsophage, toujours avec de la salive. On arrive au niveau du sphincter œsophagien inférieur. C'est à cet endroit-là que les veines se développent pour des varices. On voit là ce qu'on appelle la zone de transition entre l'estomac et l'œsophage, avec cette fameuse zone qui peut donner des cancers de l'œsophage en cas de reflux. Donc on voit là le pylore très rapidement. Hop, on passe dans le duodénum. Donc on voit tout de suite que les plis sont beaucoup plus petits. Vous voyez qu'il n'y a pas de matière, parce que ces fibroscopies sont faites à jeun. Et donc là on voit le duodénum, et ici ou de l'autre côté, parce que c'est difficile de se repérer, l'arrivée de la bile. Puis on revient dans l'estomac à rebours, et on va faire ce qu'appellent les gastro-entérologues une rétrovision, c'est-à-dire qu'on va regarder la grosse tubérosité en tordant le tuyau, l'endoscope sur lui-même, afin de visualiser la partie postérieure du fibroscope. Et donc les examens complémentaires, on a vu la gastro-entérologie avec la fibroscopie haute, la coloscopie, la radiologie bien évidemment, l'avènement de la chirurgie moderne, de la médecine moderne, c'est la radiologie, sans eux on ne peut rien réaliser. Il y a parfois des tests qui comprennent l'ingestion de médicaments, bien sûr toute la biologie, donc ça vous allez apprendre les tests biologiques qu'on demande chez un patient souffrant d'une pathologie digestive. On va travailler sur la malabsorption, donc est-ce que le taux de protéines dans le sang a diminué, donc ça va être le dosage de l'albumine en particulier. On a vu que le foie donnait des problèmes de coagulation, donc on va tester la coagulation. Quand on devient jaune, c'est dû à un pigment qu'on appelle la bilirubine, et donc on dosera la bilirubine, et puis plein d'autres choses que vous apprendrez plus tard. En conclusion, donc on voit bien que l'appareil digestif est composé du tube et des organes digestifs, à savoir l'estomac et
le pancréas, la vésicule biliaire étant ici, qu'il y a un autre examen, un autre organe quasiment à part entière, qui est le microbiote intestinal, dont on ne connaît pas encore tout à fait l'intégralité de la fonction. Je vous dirais qu'a priori, on ne connaît pas non plus les fonctions complètes du tube digestif, mais au moins on en connaît beaucoup plus en nombre que celui du microbiote. Que les examens complémentaires vont déclencher des examens qui seront faits par le gastro-entérologue, que ce soit la coloscopie ou la fibroscopie haute, mais également les examens complémentaires réalisés par le radiologue. Tous ces examens produiront et déclencheront des traitements médicamenteux ou chirurgicaux. Et ne vous inquiétez pas, si d'aventure rien ne fonctionne, on peut parfois envisager de changer l'intégralité de l'appareil digestif. C'est ce qu'on appelle des transplantations multiviscérales. Là, vous voyez les coupoles, simplement la partie résiduelle du rectum, et on remplace le foie, l'estomac, le grêle et le pancréas qui est derrière, qu'on ne voit pas. Je vous remercie.